Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up. Je reçois aujourd'hui avec plaisir Priscille Béguin. Bonjour Priscille. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la CEO de Kraken. Tout à fait. C'est quoi Kraken? Kraken, c'est un logiciel de simulation. Non, ça veut dire quoi Kraken? Ah, ça veut dire quoi Kraken? C'est un nom très étrange. Alors Kraken, c'est le monstre marin dans la mythologie nordique. C'est un poulpe géant qui n'est ni bon ni mauvais, qui est très puissant et si on s'approche un peu trop de lui, il mange les bateaux. Et donc Kraken, vous avez développé un logiciel de simulation hydraulique. Alors, on va être très simple pour commencer. À quoi ça sert? Ça sert à visualiser comment l'eau coule dans une structure complexe pour pouvoir optimiser le fonctionnement de la structure et résoudre les problématiques liées aux risques naturels liés à l'eau. Alors, est-ce que c'est l'eau? Alors, est-ce que c'est l'eau des précipitations ou est-ce que c'est l'eau des rivières qui viendrait à déborder au cours d'un raz-de-marée? Ou est-ce que c'est l'eau qui est contenue, par exemple, dans une usine où il va y avoir un circuit de refroidissement? Alors, ça peut tout faire. À partir du moment où c'est un liquide qui coule. C'est pas forcément de l'eau, donc. C'est pas forcément de l'eau, mais nous, on s'adresse particulièrement à l'eau. À partir du moment où c'est que c'est de l'eau qui coule, on peut le représenter. Donc, en fonction des problématiques de l'utilisateur, il va analyser, par exemple, un risque environnemental et donc analyser la montée des eaux d'une rivière ou des pluies torrentielles. Où il va analyser un processus lié à une consommation d'eau importante, comme un processus de refroidissement, par exemple. Et donc là, ce sera une eau qui est prise, utilisée et ensuite rejetée, par exemple. À qui est destiné ce logiciel? Ce logiciel, il s'adresse aux ingénieurs et aux constructeurs de bâtiments et de structures hydrauliques pour analyser le fonctionnement de l'eau dans ces structures-là, maîtriser leurs risques environnementaux et optimiser les process qui y sont liés. Les architectes sont concernés? Les architectes sont concernés dans une moindre mesure pour pouvoir prédire si leurs idées sont des bonnes idées par rapport à la gestion des eaux de pluie. Alors comment vous en êtes venu à vous intéresser au mouvement de l'eau dans des bâtiments? Alors moi, je suis ingénieure en génie civil et je suis spécialisée en hydraulique. Donc très tôt dans ma carrière, j'ai fait de la recherche sur comment on modélise de l'eau pour la représenter dans un ordinateur et comprendre le fonctionnement dans une structure complexe et maîtriser ce fonctionnement-là. Donc c'est vraiment d'où viennent mes études et d'où vient ma recherche fondamentale. Et votre recherche, elle portait sur, même ça doit être très compliqué, est-ce que vous pouvez simplifier? Je ne vais pas vous faire ma thèse en 120 secondes, mais est-ce que... Il n'y a pas de souci. Alors ma recherche, c'était... la question qu'on a posée quand je faisais de la recherche, c'était de savoir est-ce qu'on peut utiliser effectivement un logiciel qui prend un modèle numérique qui représente de l'eau pour représenter de l'eau dans l'espace urbain. Parce que jusque-là, ça n'existait pas du tout? Jusque-là, on utilisait ces logiciels-là pour modéliser des fluides dans des environnements divers, notamment en aéronautique et en automobile, donc pour faire de la soufflerie autour d'une voiture par exemple, ou pour essayer de faire voler un avion. Et on n'avait jamais essayé de faire de la modélisation en 3 dimensions d'eau qui coule dans une ville. Et donc c'est les études et les recherches qu'on a fait au sein du laboratoire DIP à l'ENSA de Lyon qui ont permis de valider l'utilisation de ces méthodes-là dans le modèle urbain. Au moment où vous faites de la recherche, vous pensez que vous allez continuer avec un postdoc et peut-être un poste de chercheuse ou vous saviez déjà que ce n'était pas fait pour vous? Absolument pas. La recherche n'était clairement pas fait pour moi. Moi, je suis fait pour travailler en équipe et quand on est chercheur, on est très seul avec ces sujets. Donc aujourd'hui? Encore aujourd'hui, spécialement quand on est thésard. Donc je savais que la recherche n'était pas fait pour moi. Je suis partie après mes études de recherche dans l'exploitation. J'ai travaillé en collectivité sur des questions de politique de l'eau et de gestion de crise. Et c'est après que j'ai monté ma start-up. Et est-ce que vous aviez déjà en tête à l'époque les problèmes qui se posent aujourd'hui, qu'on a vus notamment cet été, qu'on voit avec tous les problèmes qu'on a qui sont liés au changement climatique? Est-ce que vous aviez déjà cette idée-là ou est-ce que, j'ai envie de dire, il se trouve que voilà, vous arrivez au bon moment, c'est le bon time to market comme on dit? Alors c'est le bon time to market. Pour les hydrologues et les climatologues, ça fait bien 20 ans qu'on sait qu'on a ce problème. Ça fait 20 ans qu'on a toutes les données nécessaires pour savoir que ces événements climatiques qu'on a en ce moment allaient arriver et étaient en train de se produire. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le milieu et ça fait bien 10 ans que je sais que ces événements-là arrivent, que le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des événements extrêmes et que du coup, la façon dont on construit les villes doit changer pour rendre les villes plus résilientes à ces risques-là.
Et donc vous avez travaillé à dessein sur ce sujet-là pour avoir un impact. Comme on dit maintenant, on parle tout le temps d'impact. Je déteste ce mot, mais vous avez voulu avoir un impact. Tout à fait. Moi, c'est vraiment mon travail, c'est une mission. Et la mission, c'est la résilience au changement climatique et c'est la protection des environnements naturels par rapport à nos pollutions humaines de l'eau. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'ai toujours été écologiste dans l'âme et la traduction dans mon travail, c'est de travailler sur des sujets qui sont liés au changement climatique, à la résilience des villes et à la sécurité des environnements. Juste une toute petite question avant de passer à la première question qui est posée par un de nos experts. Est-ce que vous faites partie, donc vous venez de dire, j'ai toujours été écologique, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous faites partie des écologistes qui pensent que la science, le savoir peut apporter des solutions ? Je pense que la science et le savoir peuvent apporter des solutions. Je pense que la science et le savoir a déjà apporté énormément de solutions et qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'énormément mieux comprendre le monde qui nous entoure d'un point de vue science fondamentale. Maintenant, il faut appliquer les solutions qu'on a découvertes, qu'on a transformées en solutions techniques et opérationnelles. Et il faut investir dans les solutions qu'on a déjà et qui sont prêtes pour le marché. Très bien. Alors, premier intervenant, c'est Fabrice Pelosi, il travaille chez Epoca Up. Et c'est l'instant business. Il vous pose une question. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant business. Bonjour Priscille. Avec Kraken, vous rendez les logiciels de jumeaux numériques encore plus précis, notamment ce qui concerne l'hydraulique. Alors depuis cet été, évidemment, on l'a vu malheureusement dans les JT, dans le débat public, la thématique du changement climatique est de plus en plus présente. Alors, est-ce que vos clients, les entreprises, qui sont, rappelons-le, des géants du BTP qui construisent des grands édifices, sont de plus en plus intéressés par votre technologie pour rendre les bâtiments résilients au changement climatique ? Alors tout à fait, on a déjà vu depuis plusieurs années un vrai mouvement de fond dans les grandes entreprises qui prennent en main ces sujets-là. Il y a une vraie traction sur notre marché qui est forte sur trouver des solutions et les mettre en place pour mieux appréhender les risques d'inondation. Et cet été, c'est un peu la fin de l'insouciance pour l'ensemble de la population et pour les grandes entreprises qui pensaient encore pouvoir se passer de solutions techniques pour réfléchir au sujet de la résilience et du rapport qu'ils ont avec les milieux aquatiques. Donc aujourd'hui, on a vraiment un engouement énorme pour notre métier. J'ai appris que nous étions un métier trendy, puisque tout le monde cherche des hydrologues sur les plateaux de télé. Et j'en suis très contente parce qu'effectivement, la première chose qui est impactée par le changement climatique, c'est le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, ça veut dire comment il pleut, comment on est submergé et comment les sécheresses se mettent en place. Et donc, c'est trois sujets qui sont fondamentalement liés à la façon dont on va pouvoir survivre sur Terre. Et aujourd'hui, les grandes entreprises sont obligées de prendre en main cette question. Ça veut dire que vous n'avez jamais autant eu d'appels entrants ? Tout à fait. Ah oui, vraiment ? Oui. Je ne parle pas de journalistes, hein, mais d'industriels intéressés qui vous ont... Donc c'est terrible à dire, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est pas une bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle pour personne, le changement climatique. Je ne sais pas comment dire, en tout cas c'est un accélérateur de croissance. C'est un vrai accélérateur d'avoir eu autant d'événements historiques la même année. Donc la bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience se fait. C'est ça, la prise de conscience a été collective, elle a été un peu... tout le monde a été saisi, on va dire, sur les 3 derniers mois, de voir que le changement climatique, c'était pas demain, mais c'était aujourd'hui, et que ça avait un impact sur nos territoires, aujourd'hui, maintenant. Quel est votre modèle économique ? Vous vendez un abonnement à ces entreprises ? Vous leur vendez un logiciel et puis après c'est fini ? Vous faites comment ? Alors le logiciel, c'est un logiciel SaaS, donc c'est un abonnement... Software as a Service. Donc c'est un abonnement annuel. On suit nos entreprises et les utilisateurs du logiciel de façon très serrée parce que notre réussite tient à l'utilisation du logiciel par les utilisateurs et à la démocratisation de l'utilisation de ces modèles pour comprendre mieux comment les structures fonctionnent. Donc on ne les lâche pas, absolument pas dans la nature. On va les suivre. On va les accompagner. Au panier. Vous les accompagnez, On les accompagne, tout à fait. On accompagne ces entreprises-là, on va accompagner les utilisateurs et on regarde aussi ce qu'ils produisent comme résultat et ce que ça leur apporte comme bénéfice pour améliorer au fur et à mesure notre technologie. C'est un logiciel standard ou il y a des options qu'on peut choisir
Non, c'est selon ce qu'on standardisé. fait, c'est standard, c'est one size fits all. C'est one size fits all. L'eau coule partout pareil sur la planète. C'est formidable, c'est les lois de la physique. Et vous vendez dans le monde entier? Parce que- Alors aujourd'hui, on vend en France. Notre marché pour les 5 prochaines années, c'est plutôt l'Europe. Mais effectivement, c'est une solution qui peut être adaptée à n'importe quelle entreprise dans le monde. Vous avez des concurrents dans le monde? Alors évidemment, on est sur un marché concurrentiel, puisque sinon il n'y aurait pas de marché. Donc il y a aujourd'hui d'autres solutions techniques qui sont utilisées jusqu'à présent, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'alternative. Les solutions sur le marché, c'est des gros logiciels généralement utilisés par l'industrie de l'automobile et de l'aérospatiale. C'est des logiciels qui ne sont pas du tout adaptés au marché de la construction, qui ne travaillent qu'en prototype unique. Il n'y a pas deux gares qui sont pareilles, il n'y a pas deux réseaux d'assainissement pareils, il n'y a pas deux usines qui sont pareilles. On ne construit que des événements uniques, alors que les voitures, on les construit en série. Et donc, quand on analyse le fonctionnement, on n'a pas du tout le même impact investissement sur la simulation, retour sur investissement. Votre logiciel, il est compatible avec tous les autres logiciels que peut avoir une entreprise? Alors, pas tous, parce qu'on Enfin, en tout ne cas, se ceux plug qui pas sont sur utiles. la compta. Ouais, par exemple. Donc pas tous, mais notre logiciel, il est surtout compatible avec les logiciels des constructeurs et des ingénieurs qu'ils utilisent pour concevoir les objets. Et donc on va directement s'inscrire sur leur suite logicielle qu'ils utilisent déjà. C'est du plug and play, donc c'est ultra facile de le connecter. Ça ne demande pas d'investissement en informatique spécifique sur leur parc, puisque c'est un logiciel cloud, donc tous les calculs sont faits à distance. Ils n'ont pas besoin d'investir sur du physique. Ils ont juste besoin de connecter leur logiciel avec le nôtre. On parle beaucoup de jumeaux numériques, par exemple. Aujourd'hui, si je dois concevoir un bâtiment, je peux utiliser votre logiciel pour voir comment il réagira à différents événements. Tout à fait, ça se plug sur le jumeau numérique et ça vient rajouter une couche simulation qui permet de faire couler de l'eau dedans, tout simplement. Et ça marche, vous disiez, parce que vous avez beaucoup parlé de villes au début, ça veut dire que ça peut être utilisé par des municipalités, par des comment on appelle ça, par des collectivités territoriales? Alors, ce n'est pas notre marché. Nous, on Vous s'adresse voulez vraiment les constructeurs. les constructeurs et les ingénieurs, mais effectivement, ça peut être pourrait les utilisé aider, si vous voulez. par les villes à grande échelle pour l'analyse d'inondation, par exemple. Alors, c'est l'heure de Caroline Chalindar-Génie, qu'elle m'excuse, et c'est l'instant RP Média. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant RP et médias. Vraiment, ce qui a marqué notre été, c'est la problématique de la sécheresse et du réchauffement climatique, à quel point la question de l'eau était devenue stratégique et de sa gestion. Pourquoi on ne vous a pas davantage vu sur les plateaux de télévision, puisque vous avez vraiment une vraie expertise sur le sujet? Alors, du coup, on s'est rendu compte, effectivement, cet été, globalement, que le changement climatique et le cycle de l'eau, c'était intrinsèquement lié, que c'était intimement lié, et qu'en fait, la première chose qu'on voit changer avec l'augmentation des températures, c'est le cycle de l'eau. Mais ça, c'est une prise de conscience qui date de cet été, d'il y a moins d'un mois, en fait. Jusqu'à présent, le changement climatique, la question, c'était le carbone, c'était le pétrole et le déplacement, en fait, la logistique. C'est un changement de paradigme total qui met en avant l'importance de l'eau dans les questions du changement climatique. Et je suis très contente qu'aujourd'hui, on est sur les plateaux des hydrologues qui viennent parler de ces problématiques-là, qui viennent décrypter le changement du climat. Et je suis tout à fait disponible pour en faire partie. Quand on parlait tout à l'heure, depuis tout à l'heure, quand on parle de simulation, de simulation hydraulique, moi, j'imagine, mais je suis peut-être le seul, qu'on pense d'abord à des inondations. Est-ce que vous modélisez aussi la raréfaction de l'eau, le retrait de l'eau? Vous faites les deux Ça marche dans les deux sens? Ça marche dans les deux sens. Bête, mais ça marse dans les deux sens. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, il faut savoir où est-ce qu'on la prend, comment on l'utilise. Il faut optimiser chaque goutte d'eau qu'on utilise. Et notre solution, Kraken, peut permettre d'itérer et donc d'optimiser au fur et à mesure numériquement les process qui sont liés à l'eau pour que chaque goutte d'eau puisse être exploitée à son maximum. Je reviens aux questions de communication. Vous avez eu plusieurs prix. Est-ce que c'est quelque chose qui aide pour communiquer? Oui, bien sûr, ça aide beaucoup. C'est vraiment important? C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up. On en parle beaucoup, mais on est très nombreux sur le terrain de la start-up. Et donc, être visible auprès de nos prospects pour exister, c'est très important. Et les prix donnent ce coup de pouce de visibilité qui nous permet d'être plus connus et donc d'accéder à des clients très importants pour nous. Ça justifie le temps qu'on met pour remplir tous ces dossiers? Parce qu'en général,
Pour en avoir lu certains, ça se fait pas en 5 minutes? Ça se fait pas en 5 minutes. Alors, nous, on n'est pas une machine à concours. On les choisit très spécifiquement parce que, justement, on a des clients, on a un logiciel à faire tourner, on a des sujets auxquels il faut répondre. Donc, on essaie de ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Donc, on répond à peu de concours. Et effectivement, ça prend du temps, mais ça vaut le coup quand on gagne, évidemment. Est-ce que c'est compliqué pour vous de vous dire qu'on va vous inviter pour commenter des événements dramatiques? Toujours, est-ce que vous n'avez pas aussi parfois envie de parler de choses joyeuses? Alors, mon métier, c'est le cycle de l'eau et le changement climatique. Ça fait 10 ans que je travaille là-dedans. Je me suis fait une raison sur le fait que j'allais rarement parler du beau temps, parce que moi, je parle que de la pluie. Vous l'avez fait en connaissance de cause, donc vous le savez. Je l'ai fait en connaissance de cause. Oui, on parle d'événements dramatiques. Quand on regarde, par exemple, les inondations au Pakistan cette année, c'est une catastrophe vraiment à l'échelle d'un pays entier. C'est dramatique. La sécheresse qu'on est en train de vivre et qui n'est pas terminée est aussi dramatique en Europe. On aura les conséquences évidemment à rebours pour nous, mais c'est des événements qui sont dramatiques, mais si on n'en parle pas, on ne trouvera jamais de solution. Donc faut pas se cacher sous la couette en se disant c'est trop triste, je ne veux pas y penser. Il faut au contraire être dans l'action, trouver des solutions et décrypter ça. Vous, l'éco-anxiété, ce n'est pas votre truc? Non, si je comprends bien, parce qu'il faut agir. Exactement. Parce que je suis dans l'action, j'ai la chance de faire un métier qui essaye de trouver des solutions. Et donc ça génère un non-stress pour moi. Ça serait de rien faire qui vous stresserait, vous? Oui. Le fait d'être une solution B2B, ça veut dire que vous avez développé des outils spécifiques vers les entreprises, par exemple, je sais pas, des blogs, des podcasts non, on n'a pas d'outils. Non, on n'a pas d'outils de communication spécifiquement dédiés aux entreprises. Nous, aujourd'hui, on accompagne les entreprises directement dans l'action. On ne communique pas sur cette action-là. Après, on fait de la conférence scientifique et technique dans les colloques spécialisés. On va parler ressources humaines, c'est l'instant RH et c'est Alain Damon qui vous pose une question. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant RH. On parle beaucoup des nouveaux métiers que la technologie fait émerger, et puis aussi beaucoup, et de façon peut-être un peu caricaturale, de ces métiers qui vont disparaître, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle. Et au fond, vous êtes un peu au cœur de ce sujet-là, avec votre logiciel de modélisation. Finalement, est-ce que vous contribuez à faire disparaître un métier, ou est-ce qu'au contraire, c'est plus compliqué que ça ? Alors non, on ne fait pas disparaître un métier. L'hydrologie dans le monde, c'est un tout petit métier à la base. C'est un métier d'ultra spécialiste, c'est une science qui est extrêmement aride, qui est extrêmement difficile d'accès parce qu'on travaille avec des équations mathématiques très complexes. Du coup, il y a peu d'appelés en fait, à l'hydraulique et on subit dans le monde une pénurie d'experts en hydraulique et en hydrologie. On a extrêmement peu d'experts par rapport aux besoins mondiaux. Donc notre logiciel, il vient en fait pallier à cette pénurie d'experts pour remplacer les experts qu'on n'a pas. Et c'est un outil formidable pour les experts comme nous. Est-ce qu'il va transformer des métiers existants peut-être ? Il va surtout aider les métiers qui existent déjà à avoir les outils adaptés aux enjeux actuels. Jusqu'à présent, les logiciels métiers qu'on a sur l'hydraulique, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de révolution majeure technologique sur ces logiciels et sur ces outils. Et avec Kraken, on a l'ambition d'être cette révolution-là parce qu'on pense qu'on a vraiment besoin d'utiliser les technologies et les puissances de calcul actuelles, qui sont vraiment à la pointe aujourd'hui, pour répondre aux enjeux de compréhension des modèles qui nous entourent. Est-ce qu'il faut une formation spécifique pour utiliser vos outils ? En combien de temps, en fait, une fois que vous l'avez installé, il faut combien de temps pour pouvoir s'en servir ? À peu près un quart d'heure. Un ingénieur lambda. Le principe. Ah oui, un ingénieur. Un ingénieur. Oui, ça s'adresse quand même aux ingénieurs et de la construction et de l'ingénierie environnementale. Monsieur Martin, qui a une piscine dans son jardin, n'utilisera pas notre logiciel pour analyser comment il va la remplir. On pense que ce n'est pas vraiment notre cœur de métier. Donc notre logiciel, il a été conçu pour intégrer toute l'expertise qu'on a chez Kraken en tant qu'hydraulicien spécialiste. Et le but, c'est que justement, on va démocratiser au maximum le processus de simulation pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir 8 ans d'études en modèle hydraulique pour faire tourner un modèle.
pour faciliter l'utilisation de cette technologie et vraiment la démocratiser. Donc, et puis réduire le gap avec les experts, parce qu'il y a très peu d'experts en hydraulique. Donc si ça s'adresse qu'aux experts en hydraulique, il y en aura 15 dans le monde, c'est formidable. On met la clé sous la porte et on part. Mais on dit aujourd'hui beaucoup que les jeunes veulent les jeunes et peut-être même les moins jeunes, en tout cas que les salariés veulent faire un métier qui a du sens. Est-ce que vous devez faire face à un afflux de candidatures parce que c'est un sujet dont ils entendent parler, alors que vous, si je comprends bien, vous avez quand même besoin de gens qui sont très spécialisés, des hydrologues, des gens qui savent de quoi on parle, quoi. C'est pas... Alors, chez nous, en interne, des hydrologues, on en a assez. Vous recrutez peut-être, je ne sais pas, vous êtes combien aujourd'hui? On est 6, mais il y a 3 hydrauliciens ensemble, ça fait déjà beaucoup pour déterminer comment l'eau coule. Non, nous, on a principalement besoin en RH de recruter des développeurs, parce on développe un logiciel, donc c'est plus la partie technique, non scientifique. Et donc ça, ils ont de l'appétence de venir faire un logiciel qui va avoir un impact? On est très heureux de dire qu'on n'a aucun problème de recrutement. C'est vrai, c'est même la plus grande difficulté pour nous, c'est de trier les CV, parce qu'il y a beaucoup d'engouement. On a la chance de pouvoir proposer des postes sur des projets qui ont du sens, qui ont une valeur et qui sont très très bien définis, puisque nous, on ne développe pas du logiciel pour des clients, on développe un logiciel pour notre produit à nous, c'est nous le client du développeur. Et donc, pour les jeunes aujourd'hui, c'est des projets qui ont du sens et le recrutement se fait assez aisément. Est-ce que vous essayez de panacher les générations? Alors vous êtes 6, vous allez me dire que ce n'est pas peut-être très simple encore, mais est-ce que c'est une question que vous êtes posée de devoir travailler avec des gens peut-être plus âgés? Comment vous allez faire? Tout à fait. Pour nous, au cœur de notre identité, l'important, c'est la diversité. Et la diversité des équipes, c'est à la fois une diversité de genre, une diversité de background socio-économique, et puis aussi une grande diversité de générations. Alors pas dans tous les métiers, parce qu'il y a des métiers qui s'adressent plus à certaines générations, on pense, mais on veut avoir des équipes le plus pluridisciplinaires possible et le plus diverses possible pour apporter le maximum de richesse. Très bien. Et bien puisque vous parlez richesse, c'est l'instant finance, c'est Marc Wyatt. C'est la transition. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant finance. Priscille, cet été a vraiment mis en exergue la problématique d'eau au niveau mondial. En France, avec les problèmes de sécheresse, personne ne peut s'échapper de la problématique d'eau. La problématique d'eau dans la BTP et la construction est connue depuis longue date. Vous avez une solution innovante qui marche, mais vos clients sont des grands groupes au niveau international. Ce sont des grands groupes qui travaillent sur les projets à long terme, souvent avec les outils avec lesquels ils travaillent depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez faire en sorte que vos clients, vos prospects, testent et vont adopter votre solution dans le futur? On a développé Kraken en pensant à nos clients directement. Et on a développé Kraken en partenariat avec ces clients-là, au contact de nos clients et de nos besoins, de leurs besoins. Et du coup, Kraken s'est conçu comme un plugin pour leur logiciel de conception, exprès pour faciliter le lien avec les outils qu'ils utilisent déjà. Le but, ce n'est pas de reprocesser des données qu'ils connaissent, de les retravailler, de les réintégrer à un nouveau logiciel pour avoir une nouvelle réponse qu'ils vont ensuite devoir repasser par la moulinette dans l'autre sens. C'est littéralement de juste connecter le plugin à leurs outils existants. Et ce plugin va récupérer les données qu'ils utilisent déjà pour donner de la nouvelle information sur comment ce qu'ils sont en train de construire va réagir par rapport à de l'eau. Et cette construction-là permet à tous les grands groupes de facilement intégrer cette nouvelle technologie dans leur process, parce que ça ne change pas leur process à eux, ça ne change pas le flux d'informations, et ça leur permet même de fluidifier la transversalité de l'information. Ils vont pouvoir la faire parcourir dans toutes les équipes beaucoup plus facilement, parce que justement, ce n'est pas sur un logiciel expert ad hoc étranger, c'est directement intégré à leur process. Aujourd'hui, vous vous financez comment? En organique. Aujourd'hui, on se finance en organique et on est en cours de levée de fonds pour financer la partie du coup, lancement commercial du logiciel. C'est difficile quand on est sur un sujet aussi technique. Il y a des fonds qui sont sensibles. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore dans du logiciel. Je ne sais pas si vous êtes dans les deep tech. Alors, le concept de deep tech est un peu flou, donc ça dépend un peu ça me va bien. Ça dépend un peu à qui on parle. Nous, on se considère effectivement comme une clean tech d'abord, une deep tech ensuite, parce que la mécanique des fluides, c'est
pas de la C'est pas à la technologie, portée voilà, de c'est tout le pas à la portée de tout le monde, c'est vraiment une technologie fondamentale avec des briques technologiques très complexes qu'on est fiers d'avoir pu créer. Donc on est clean tech, on est deep tech. Donc, ça vous oblige à être sélectif dans les fonds que vous allez aller voir. Vous savez Oui. qu'il y en a, parce qu'il y en a qui ne vont même pas regarder parce qu'ils... Tout à fait. C'est un sujet qui est techniquement assez pointu, qui s'adresse à un peu une niche de marché qui est peu connue. Et c'est un sujet qui, jusqu'à cet été, n'était jamais abordé. Il y a des acteurs publics qui peuvent vous aider? Au financement? Oui. Oui, bien sûr, il y a l'ADEME et la BPI qui sont des acteurs de financement majeurs en France et qui peuvent effectivement appuyer très fort sur les leviers de financement. Très bien, elle est aussi ingénieure. Elle s'appelle Anne Lauvergeon. Elle vous pose la dernière question. C'est l'instant CIO. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant CEO. Vous êtes sur un filon formidable. Les inondations, les sécheresses, les événements totalement atypiques vont se multiplier. Comment vous voyez votre développement à 5 ans? Alors notre développement à 5 ans, on le voit un peu inévitable. On est assez orgueilleux là-dessus parce qu'on est sur un marché qui ne peut pas mourir. L'eau, l'homme en a toujours besoin. Tous les process qui sont liés à l'énergie, par exemple, qui sont liés à la production de biens, qui sont liés à la production de nourriture, sont tous liés à l'eau. Et notre rapport à l'eau est assez ambigu en tant qu'humain, puisque quand on n'en a pas, on meurt, mais quand il y en a trop, on meurt aussi. Donc comme on ne veut pas mourir noyé, mais qu'on veut quand même continuer à boire, c'est un sujet qui ne s'effacera jamais. Et effectivement, il y a une tendance très très forte sur les 30 dernières années à l'augmentation des risques liés à l'eau, qui fait qu'on a une traction de marché sur les 5 dernières années qui est très très forte, avec des acteurs économiques puissants qui prennent en main ces sujets-là parce qu'ils peuvent en fait tout simplement pas les contourner aujourd'hui. C'est irréaliste de penser qu'on peut construire la ville de demain comme celle qu'on a construite hier. Et donc notre traction marché elle est très forte et on projette une croissance qui va être très rapide sur les 5 prochaines années. Comment elles font aujourd'hui les entreprises qui ont besoin de modéliser l'eau avant votre logiciel? Alors, ils font appel à des spécialistes de la simulation qui sont très très rares, qui sont donc des entreprises d'ingénierie spécialisée. J'en ai une, qui fait du conseil auprès des entreprises et qui va venir modéliser pour eux les structures, analyser les résultats des modélisations et leur rendre leurs suggestions sur la modification du bâti. C'est des processus qui sont très longs et qui coûtent très cher pour les entreprises. L'utilisation d'un logiciel directement par les équipes qui font les études et le design, ça fluidifie beaucoup le process et ça réduit énormément les coûts. On l'a dit, vous êtes ingénieur, vous avez aussi un master en recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de transformer le résultat d'une recherche en start-up? Tous les ministres de la Recherche depuis 20 ans disent qu'ils veulent le simplifier, qu'il faut le stimuler. Vous, votre expérience, ça a été simple? Alors non, c'est un processus qui est très ardu. Je pense que la plupart des chercheurs n'ont pas des cerveaux qui sont construits pour être des entrepreneurs. Et que c'est là où ça bloque aussi, c'est qu'en fait, quand on fait de la recherche et qu'on trouve des choses, on n'a pas fondamentalement une trajectoire qui va mener à la commercialisation de cette solution. Donc ils font des cerveaux très très spécifiques, il faut vraiment une personnalité particulière pour arriver à porter un projet de technologie fondamentale jusqu'au marché. À vous écouter, c'est pas tant les process qui sont mal faits que les chercheurs qui sont peut-être pas faits pour ça? Du coup, c'est du coup parce que le process n'a pas été pensé. C'est ça, les process du coup sont pas pensés pour eux. Ils les accompagnent pas du tout dans la transformation vraiment du système de pensée vers un système qui est économiquement viable. Et donc c'est très très lent le transfert des résultats de recherche au marché. C'est d'ailleurs pour ça que moi, avec mon cofondateur, on a fondé notre première entreprise pour en fait réduire le gap de temps de transfert technologique. Vous imaginiez un jour devenir chef d'entreprise ou pas du tout? Ou c'est arrivé en cours de route? Non, c'est arrivé complètement par hasard. Pour quelle partie du job vous pensez que vous étiez la moins bien préparée?
C'est une bonne question, j'y ai peu pensé. On l'a mieux préparé, si vous préférez. C'est ça. Non, la moins bien préparée. Je pense que pour moi, le plus grand choc, ça a été la recherche de financement. Imaginons que là, on réglerait le dérèglement climatique, il n'y a plus de problème d'eau. Qu'est-ce que vous faites de votre start-up? Vous en montez une autre? Non. Non, je pense que on aura quand même besoin de connaître... On a toujours besoin de connaître comment l'eau coule. Et si demain, il n'y a plus de problème de température, il y a toujours un problème d'accès à la ressource et il y a toujours un problème de protection de cette ressource. Et notre logiciel, il adresse aussi ces questions-là, de comment on protège la ressource et comment on protège la biodiversité aquatique. L'humain, c'est le premier pollueur de l'eau et la pollution humaine, c'est le premier vecteur de mortalité des systèmes aquatiques. Donc si les baleines, elles mangent du plastique et que les poissons meurent, c'est parce qu'on pollue l'eau. Et ça, c'est une question d'hydraulique et de mécanique des fluides, et c'est une question auquel notre logiciel peut répondre. Très bien, Priscille Béguin, merci d'être passée par ce studio. Je rappelle que vous êtes la CIO et fondatrice de Kraken. Je vous remercie d'être passé par ce studio, donc encore une fois, et je vous remercie, vous, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française.